Bonjour à tous, donc merci de participer à ce webinaire Migrer vers GDocs 2020. On va vraiment axer ce webinaire sur les avantages et les nouveautés de la version 2020 qui est en train d'arriver de GDocs. Avec nous aujourd'hui, moi-même, Nicolas Perrin, qui suis manager chez PerfectSight, Emmanuel De Castro, qui est le responsable du Customer Success de chez GDocs, Romain Schneider-Monouri, qui est responsable de la partie avant-vente, et enfin Mohamed Ali Zayan, qui est consultant avant-vente de chez GDocs aussi. Avant de parler de la roadmap 2020, vous étiez nombreux finalement à vouloir une rétrospective des fonctionnalités en fait, depuis la version 7. Donc je vais commencer par ça, par quelques slides finalement pour vous montrer quelles ont été les nouveautés entre la version 7 et la 2009.4 avant que Manuel vous explique la roadmap de 2020. De manière générale, l'équipe de développement travaille sur 3 axes d'amélioration, sur des fonctionnalités pour améliorer l'administration de l'application, sur des fonctionnalités autour du Power User, donc comment on crée l'application, comment on rend plus facile cette création d'application, et ensuite pour l'utilisateur final, pour le viewer et le planner, pour l'utilisation de l'application, la planification et la restitution. Et de manière générale, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au moins le gain qu'on a, c'est que ça améliore les performances, ça on améliore l'ergonomie et on augmente les fonctionnalités. Si je rentre un petit peu dans le détail, pour l'administration de la solution, grosso modo, il y a une amélioration de la sécurité, notamment le cryptage des mots de passe. Il y a une grosse partie, donc il y a le cloud GDocs qui est maintenant disponible. Donc vous pouvez mettre votre application sur le cloud GDocs. Toute la partie sauvegarde, en fait, elle peut être faite directement depuis le web. Avant, il fallait passer par des batchs pour arrêter les services, copier l'application, etc. Maintenant, on peut le faire depuis et le configurer depuis le web. Possibilité de générer en fait une documentation des projets ETL. Là, maintenant, on peut en un clic exporter et documenter toutes les ETL, les exporter en PDF et RTF. Chose super intéressante, c'est que dans le monitoring des ETL, une fois que l'ETL a été chargé, s'il est en warning ou en erreur, maintenant, en fait, vous pouvez filtrer en disant je veux voir que les warnings et je veux voir que les erreurs. On a aussi, donc, dès qu'un utilisateur exécute un drill through, ce drill through, maintenant, il est référencé dans l'ETL et l'administrateur peut le surveiller et surtout les arrêter. Pour la partie Power User, donc celui qui va créer l'application, il y aura la possibilité de masquer les onglets d'un rapport, ce qui peut être bien utile parce que du coup, on ne sera plus obligé de passer par les framesets. Autre gain assez important, c'est que maintenant, on va pouvoir copier-coller des composants, des boutons, des dinarènes, etc., d'un rapport sur l'autre. Dans l'éditeur de règles, il y aura une autocomplétion. L'éditeur, en fait, va me proposer de me compléter, en fait, ma formule. Je vais pouvoir télécharger une base de données en format zip et surtout aussi de recharger sans arrêter les services. Le support web, vous pouvez directement depuis l'interface web contacter le support. Pour optimiser les règles de calcul, il y a une interface maintenant qui donne des statistiques sur ces règles de calcul. Et enfin, il y a eu plein de nouveaux connecteurs, dont un gros partenariat très fort avec Salesforce. Pour les viewers et les planners, la possibilité, donc ça c'est quelque chose qui était très demandé, c'est d'exporter des framesets en PDF. Il y a possibilité d'envoyer des emails automatiques. Là maintenant, on peut ajuster le contenu de ce qui sera envoyé dans l'email. Dans les vues, il y aura la possibilité de supprimer les zéros. Donc on pourra faire sur la totalité du tableau, mais on pourra aussi le faire que en ligne ou en colonne. L'interface d'assistance splashing était peu intuitive. Maintenant, là, il y a un gros rapport qui a été fait sur l'ergonomie. Il y a une nouvelle interface maintenant qui est disponible, c'est ce qu'on appelle le All Manager, pour trouver facilement des cellules verrouillées. Donc, on peut très facilement sur un cube savoir quelles sont les cellules qui sont verrouillées. Possibilité de sauvegarder des vues. On va pouvoir faire des undo, des retours en arrière dans les saisies sur le web. La possibilité d'utiliser des sous-ensembles dans les vues. Et enfin, possibilité d'accéder rapidement aux derniers rapports consultés. Si je résume, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur la performance. Il y a pas mal de choses qui ont été faites sur la création des rapports, etc. Maintenant, je vais laisser passer la main en fait à Manuel qui va vous expliquer la roadmap 2020. Je vais vous présenter les nouveautés de la dernière version de GDocs et ainsi que les nouveautés à venir sur les 12 prochains mois. Avant d'évoquer les nouveautés de la version 2020.2 et les fonctionnalités à venir, j'aimerais commencer par présenter le calendrier de sortie de GDocs. Alors, les clients les plus assidus dans l'immigration le savent certainement déjà. GDocs met à disposition 4 versions majeures par an de son produit. Les sorties ont lieu habituellement le dernier mercredi des mois de février, mai, août et novembre.
Ceci étant vrai surtout pour les clients cloud. En effet, les clients qui ont fait le choix d'installer GDocs sur leur propre infrastructure, ces clients n'ont accès aux nouvelles versions qu'environ 6 semaines après la sortie de la nouvelle version dans le cloud. Ce qu'il faut retenir aussi de ce calendrier, c'est que chaque sortie d'une nouvelle version correspond à quelques jours près à l'arrêt de la même version de l'année précédente. GDocs supporte chaque version environ 12 mois. C'est-à-dire que la version 2020.2 sortie le 27 mai 2020 correspond à peu de jours près à la fin du support de la version 2019.2 sortie un an auparavant. Pour rappel, GDocs a revu complètement l'interface utilisateur depuis la version 2020.1. Il y a eu des webinaires sur cette version. Il existe de nombreuses vidéos, mais rassurez-vous, on illustrera tout ça avec la démo produit un peu plus tard. Commençons par la dernière version GDocs à date, la version 2020.2. Elle est sortie il y a environ 6 semaines et sera donc bientôt disponible au téléchargement pour les clients on-premise le 13 juillet, je crois. GDocs 2020.2 apporte son lot de corrections, d'évolutions et de nouveautés. Il y a des choses bien visibles en termes d'utilisation et d'interface utilisateur. Certaines sont listées dans ce slide. Il y a bien évidemment bien d'autres choses cachées, ou en tout cas moins visibles, comme des corrections d'anomalies ou des gains de performance sur certains types de traitements. Il faut savoir que GDocs apporte environ 1 millier de modifications à chaque version, qui portent principalement sur la partie web ou le moteur OLAP. Il n'est pas possible d'évoquer tout cela ici, mais toute cette information est disponible sur notre base de connaissances. Parmi les nouveautés de la version 2020.2, on peut commencer par la possibilité de créer des graphiques à partir de vues GDocs. Jusqu'à présent, lorsque vous souhaitiez ajouter un graphique à un rapport, il était nécessaire de rapatrier les données dans un tableau, puis d'utiliser ce tableau comme source du graphique. Si vous ne souhaitiez pas afficher les données, mais uniquement le graphique, il était nécessaire de masquer le tableau des données. Maintenant, il est possible de créer une vue ad hoc ou d'appeler une vue préalablement stockée et sauvegardée dans le modèle pour créer un graphique. Cela facilite le travail des utilisateurs avancés dans leur création de rapports. On n'est pas obligé d'utiliser uniquement des données stockées dans GDocs, mais également possible de rapatrier des données depuis une base relationnelle sans passer par un cube ou un onglet masqué dans un rapport, par exemple. Donc, toujours à destination des utilisateurs avancés, la création de thèmes. Avec la création d'un thème adapté à la charte graphique de votre entreprise, vous faciliterez l'adoption et la diffusion de vues GDocs comme support d'analyse ad hoc de vos données. Ces thèmes sont utilisables à la fois dans GDocs Web, mais aussi dans Excel via l'add-in GDocs. Quatrième point, toujours dans cet effort continu de personnalisation de la suite GDocs, il est désormais possible de personnaliser la page de connexion avec les logos de votre entreprise plutôt que ceux de GDocs. Et là, je finirai ensuite par 2 nouveautés, plutôt à destination des administrateurs de votre application GDocs. 1. L'accès facilité aux données de connexion des utilisateurs. 2. La navigation est améliorée dans le panneau d'administration des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs pour gérer la sécurité. Comme je l'ai dit plus tôt, il existe bien évidemment d'autres nouveautés que je vous invite à découvrir en consultant notre site web où figurent de nombreuses vidéos et animations. Avant de vous présenter la roadmap, il convient de vous présenter les 6 axes suivis par GDocs dans le développement de son produit. Vous retrouvez ensuite ces 6 axes dans le slide suivant avec lesquels on a regroupé les fonctionnalités à venir sur les 12 prochains mois. Tout d'abord, l'interface utilisateur. Ça, c'est plutôt simple à comprendre. Il s'agit de la partie immergée de l'iceberg. GDocs Strategy Cloud se doit d'investir dans l'expérience client en améliorant de manière continue ces 3 interfaces, web, Excel et mobile. L'interface a été complètement revue afin de faciliter la navigation dans l'outil et la création de rapports et ainsi que l'administration de la solution. Deuxième point, l'intelligence artificielle. GDocs, grâce à son partenariat avec Microsoft, est capable d'apporter des fonctionnalités d'intelligence artificielle à ses clients. Il convient d'aider les contrôleurs de gestion dans leur prévision en apportant cette capacité de calcul supplémentaire. Troisième point, GDocs est convaincu qu'il n'est pas nécessaire de réinventer la roue à chaque projet et qu'un certain nombre de besoins sont communs à un métier ou à un secteur. GDocs et ses partenaires continueront d'apporter cette approche verticalisée via des modèles au sein de la marketplace. GDocs se veut une entreprise cloud et les clouds définissent de nouvelles normes, de nouveaux protocoles et GDocs se doit d'accompagner ces changements. Cinquième point, la connectivité. GDocs se doit de mieux s'intégrer au système d'information de ses clients, de mieux communiquer avec les nouveaux acteurs du domaine de l'ERP, de la data ou de la data viz. Vous verrez dans la roadmap que GDocs continue à investir avec des partenariats forts pour se connecter à différents systèmes. Dernier point, continuer à répondre aux attentes de ses clients et partenaires en apportant davantage de flexibilité et de performance. C'est un travail continu de GDocs, améliorer son moteur OLAP, améliorer son moteur de rendu web par exemple. Passons ensuite à la roadmap, mais juste avant, je voudrais juste vous dire certaines choses. Il est d'usage de rappeler que les informations présentées sont confidentielles et ne constituent pas un engagement de la part de GDocs sur les dates de mise à disposition des fonctionnalités. Et voici la roadmap. Vous retrouvez sur la gauche les 6 axes de développement dont je viens de vous parler, avec en premier la partie interface utilisateur. Donc j'ai déjà cité certaines de ces nouveautés, la possibilité de créer des graphiques à partir de vues partagées dans GDocs. Une autre fonctionnalité nouvelle de la version 2020.2 que je n'ai pas évoquée est l'add-in Excel.
Voilà, GDocs est un partenaire de Microsoft. Microsoft proposant une nouvelle version d'Excel Web de plus en plus complète au regard de la version desktop. GDocs se doit de faire fonctionner un classeur Excel comportant des formules GDocs dans le web. C'est maintenant possible avec le support d'Office 365 par notre admin Excel. La connecter avec GDocs est gardée dans vos classeurs Excel ouverts dans le web. Vous voyez également un peu plus loin sur la droite qu'une version 2.0 de Stadin est attendue dans 9 mois. GDocs continuera à développer, à apporter des fonctionnalités supplémentaires à Stadin dans le web, comme la possibilité de créer des vues par exemple. Alors revenons au-dessus à la deuxième fonctionnalité, la première ligne, les boutons actions. Alors ça, pour le coup, c'est une nouveauté très intéressante qui va, faciliter le travail des utilisateurs avancés et des partenaires. Il est dorénavant possible de lancer une multitude de tâches sans passer par l'écriture de macros un peu fastidieuse et que les clients ne maîtrisaient pas forcément. Donc, vous pourrez maintenant facilement lancer un traitement ETL, naviguer dans vos rapports, modifier votre modèle en créant ou supprimant des éléments à partir d'un bouton grâce à un assistant qui vous permettra de mettre en œuvre ces actions. 2, c'est également un vrai confort d'utilisation pour les utilisateurs. Alors qu'auparavant, les utilisateurs étaient obligés de rafraîchir leur écran, savoir si un traitement ETL était terminé. Ils pourront maintenant vaquer à d'autres occupations. L'utilisateur sera averti par une notification à l'écran indiquant que le traitement, par exemple, ETL est terminé. Autre point également très important pour vous, utilisateurs, les smart lists. Utiliser une vue comme rapport apporte souvent de nombreuses contraintes. Lorsqu'on décide de croiser, par exemple, une liste de produits avec les années et d'imbriquer avec ça les scénarios, il est commun d'avoir un rapport affichant à la fois le réalisé et le budget sur l'ensemble des années sélectionnées. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. On préférait n'avoir que le réalisé pour les années passées et le réalisé plus le budget pour les années en cours. Ce sera dorénavant possible avec les smart lists qui vous permettront finalement de dissocier les imbrications de dimensions dans vos vues et donc de créer des vues qui constitueront presque en soi des rapports que vous pourrez partager avec vos collaborateurs. Un peu plus loin, vous voyez tri, filtre, regroupement. En fait, ce sont des fonctionnalités supplémentaires que GDocs va ajouter à ces vues. Il sera possible d'éditer une vue directement à l'écran sans passer par l'outil d'édition, de création de vues. Il sera possible donc de trier, de filtrer et de regrouper certains éléments dans vos vues. Il y a d'autres fonctionnalités un peu plus techniques, comme l'amélioration du scrolling, apporter davantage de fluidité dans le scrolling des pages web. Ensuite, je finirai par un point, et fonctionnalité très attendue, GDocs ajoutera une nouvelle interface de restitution. Pour le moment, nous l'appelons Canvas, donc la possibilité aux utilisateurs de créer des tableaux de bord à partir de vues ou d'autres rapports, comme des plages de données ou des graphiques. Canvas fonctionne un peu comme des widgets que vous viendrez déposer par glisser et déposer sur un tableau de bord que vous aurez préalablement découpé en ligne ou en colonne. Et surtout, Canvas sera responsive design. C'est-à-dire qu'il y a une demande très forte de la part de nos clients d'avoir des tableaux de bord qui s'adaptent automatiquement à la taille de l'écran. Nous répondons à ces attentes via l'outil Canvas que nous espérons avoir en fin d'année sur la version 2020.4. Deuxième axe de développement, la partie intelligence artificielle. Alors, on ne peut plus dire aujourd'hui que l'intelligence artificielle est un effet de mode. L'IA aujourd'hui fait partie du quotidien et elle peut agir pour vous accompagner dans vos départements finance, vente ou RH ou autres, en automatisant certains processus de préparation de données et d'analyse, en vous apportant davantage de puissance de calcul. L'IA GDocs, comme ça, vous aidera à assimiler davantage de données et donc à mieux prévoir et à améliorer vos prévisions. Donc GDocs continuera à collaborer avec Microsoft dans l'intelligence artificielle pour apporter des nouveaux modes de travail à ses utilisateurs, apporter des nouveaux algorithmes dans ces modèles d'intelligence artificielle, des paramètres d'analyser avec des données exogènes qui ne sont pas forcément des données issues de votre comptabilité ou métier. Voilà, on parle souvent par exemple de la météo. Dans l'hôtellerie, on évoque souvent les manifestations dans les stades à côté. Voilà, tout ce genre de choses. Ensuite, troisième point, le modèle est marketplace. Alors ça, j'ai déjà évoqué un peu tout à l'heure. Donc GDocs est convaincu qu'il n'est pas nécessaire de réinventer la roue à chaque projet. Un certain nombre de besoins sont communs à des métiers et des secteurs. Donc GDocs et ses partenaires continueront d'apporter cette approche verticalisée via des modèles au sein de notre marketplace, et notamment la partie FP&A. GDocs a regroupé au sein d'une suite FP&A ces modèles de compte de résultats, de bilan et de cash flow. Ce sont des vrais accélérateurs pour découvrir des briques fonctionnelles qui ne seraient pas encore couvertes par votre application actuelle. GDocs est allé encore plus loin en proposant une solution de consolidation statutaire. C'est une application personnalisable conçue pour répondre rapidement et de manière sécurisée aux besoins internes comme externes et réglementaires. Comme vous pouvez le voir, c'est une application sur laquelle GDocs investit énormément. Nous en sommes à la version 2 actuellement et nous prévoyons une version 3 et 4 dans les 9 prochains mois. Quatrième axe, connectivité écosystème. Commençons par le connecteur Power BI. On aurait pu préciser ici 2.0, car il existe déjà un connecteur Power BI. Mais si on ne l'a pas fait, c'est il s'agit en fait avant tout d'un tout nouveau connecteur reposant sur des nouveaux standards du web, OData.
Il est possible depuis Power BI d'attaquer une source de GDocs et de croiser ces données avec d'autres sources directement dans un tableau de bord Power BI. Ce travail est en train d'être porté également avec nos autres partenaires sur des outils comme Salesforce et Qlik. Il est déjà possible, et c'est encore mieux, d'utiliser GDocs depuis Salesforce ou Qlik pour restituer de l'information GDocs, mais aussi pour saisir de l'information GDocs directement depuis ces outils tiers. Vous pouvez noter également la possibilité, ici connexion jeton Google, la possibilité de se connecter à des sources externes utilisant l'authentification Google. Donc c'est le cas par exemple de BigQuery de Google. En offrant cette possibilité, on s'ouvre à d'autres outils. Il y a ensuite des points que je qualifierais de plus techniques, comme le loop parallel load, l'intégrateur breakpoints ou la montée en charge de l'ETL, toujours dans un effort continu d'amélioration de la performance et d'apport de fonctionnalités à nos clients, mais aussi à nos partenaires. Et qu'ils soient fonctionnels ou techniques, nous souhaitons travailler davantage sur les fonctionnalités qui paraissent plus techniques, qui permettent d'apporter, par exemple ici, le traitement en parallèle de tâches de manière dynamique. Voilà, c'est utilisable dans le cadre des traitements ETL. Quand vos traitements ETL sont très longs et peuvent être découpés en plusieurs sous-tâches indépendantes, il est maintenant possible de les faire tourner en parallèle et donc finalement de diminuer les temps de chargement. Intégrateur breakpoints concerne plus les développeurs, où il va permettre de mieux analyser, mieux développer pour avoir quelque chose de plus qualitatif. Et enfin, la montée en charge de l'ETL. Donc, je vous disais que GDocs s'ouvre toujours aux nouvelles technologies, aux nouveaux standards. Donc, GDocs travaille et développe des solutions avec des standards comme Kubernetes, tout simplement pour permettre à ses clients dans le cloud de facilement lancer des tâches ETL et de permettre une montée en charge plus facile et plus aisée, tout simplement dans le cloud. Quatrième point, la plateforme cloud. L'intégration Okta. Donc, ça parle pas forcément à tout le monde. Il s'agit d'un fournisseur d'identification. C'est un acteur du marché. Donc, on s'ouvre à cet acteur du marché pour permettre à nos clients travaillant avec Okta d'utiliser GDocs, l'architecture GDocs. On améliore aussi notre console cloud en apportant des fonctionnalités de logging, chose qui avant était possible d'utiliser uniquement via la console d'administration. On peut le faire maintenant dorénavant dans la partie console cloud avec l'apport de technologies Microsoft dans le cloud pour la gestion des logs, ce qui facilite l'analyse et la découverte d'anomalies si il en existe. La partie cloud privé, on travaille actuellement, c'est toute cette plateforme, ce qu'on appelle d'administration cloud, également à nos clients on-premise. Des clients qui installent l'infrastructure chez eux n'ont finalement que l'outil GDocs. Ils n'ont pas cet outil d'administration web permettant de lancer les services, de récupérer des backups, de suivre un peu la charge du serveur. Il est question d'ouvrir cette console également à nos clients on-premise qu'on ne laisse pas en arrière. On a continué d'accompagner ces clients-là en leur proposant également des fonctionnalités nouvelles. Je terminerai donc pour la partie back-end, évolutivité. Un premier point, la montée en charge des règles de calcul. Ça reprend un peu la montée en charge de l'ETL. Donc, c'est notre capacité finalement à apporter plus de performance pour des traitements en parallèle, également sur le calcul des règles de gestion codées dans GDocs. Autre point important, les hiérarchies virtuelles. C'est une fonctionnalité qu'on espère arriver en 20.4, peut-être en 21.1. Aujourd'hui, vous créez vos dimensions avec un certain nombre de hiérarchies. On n'a pas forcément toutes les hiérarchies dont on aurait besoin. Il va être possible, à terme, d'utiliser des hiérarchies virtuelles à partir des attributs de votre dimension. Vous pourrez créer une hiérarchie pour vos analyses à partir d'attributs. Dernier point, qui concerne plus GDocs dans un premier temps et les clients dans un second temps. Nous avons migré depuis la version 2020.2 tout notre R&D sur GitHub, qui est une solution de gestion du code source. Et ça nous permet très rapidement de livrer des hotfix, quelle que soit la version sur laquelle vous êtes. Voilà pour la roadmap. J'espère que ça répondra en partie à la question qui sera soulevée juste après par Nicolas sur pourquoi migrer. Donc, avant la démonstration de l'outil de la version 2020, on voulait faire quand même un petit retour sur comment et pourquoi migrer. Vous êtes encore plusieurs à être assez frileux à migrer d'une version à une autre. Donc voilà, on va essayer de vous rassurer en vous expliquant comment il faut migrer et un petit rappel, voilà, juste pour enfoncer un peu le clou sur pourquoi il faut migrer. Donc, pourquoi migrer? À chaque fois que vous passez d'une version à une autre, ça améliore les performances, ça améliore l'ergonomie et ça augmente les fonctionnalités. Mais ce qu'il faut aussi rajouter, c'est qu'il faut faire attention en fait, notamment trop d'une version à une autre. Après, on a un problème, on a un gap de version et après la migration sera plus compliquée et on peut avoir plus de bugs de non-régression. Important finalement de ne pas attendre trop avant de passer d'une version à une autre. Et dernièrement, il faut quand même aussi garder le support de l'éditeur. Ce qui est assez important. Ce qu'il faut savoir, c'est que le support en fait continuera à répondre aux questions. Mais par contre, le support en fait garde un certain nombre d'environnements
et de versions sur des environnements. Donc, si vous êtes sur une version trop ancienne, ils ne pourront pas récupérer votre base ou vos rapports et refaire en fait le bug. Donc, le support sera moins qualitatif parce qu'ils ne pourront pas reproduire. C'est vraiment très utile de garder en fait le support de l'éditeur. Sinon maintenant, sur quelles sont les étapes donc d'une migration? Bon, je pense que pour beaucoup, c'est quelque chose de maîtrisé, mais on va quand même faire un petit rappel. Grosso modo, en fait, donc c'est bien d'avoir un environnement de développement. On fait une migration sur l'environnement de développement et après on le déploie sur la production. Et avant en fait de faire la migration sur l'environnement de développement, ce qu'il faut, c'est donc sauvegarder les données et les fichiers de configuration. Donc on fait un backup finalement de l'environnement de développement. Ensuite, on duplique l'environnement de prod sur le développement. Ça permettra de vraiment pouvoir faire les tests de non-régression sur l'environnement de développement une fois que ça aura été migré et de pouvoir le comparer avec l'environnement de production. Troisième point, c'est donc migrer l'application GDocs sur l'environnement de développement. Attention aux fichiers de configuration, et il faut bien comparer avec avec les fichiers de configuration qui a été sauvegardé. En cas de gap de version, il faudra passer par des versions intermédiaires. Et ça, grosso modo, documentation, il faut dire que ça vous prend un jour. Ensuite, le gros travail, le gros effort, il est de votre côté. Ça va être sur les tests de non-régression, partie ETL, rapport, macro web, tâches planifiées, sécurité. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de repasser sur tout, mais grosso modo, il faut cibler ce qui est particulier. Par exemple, si j'ai des macro web, vous n'êtes pas obligé de tester vos 10 rapports qui contiennent macro web, mais si vous savez que dans ces 10 rapports, il y a à peu près la même type de macro web, vous pouvez le tester sur 1, voire 2, et voire 3 pour se rassurer. Et ensuite, une fois qu'on a validé en recette, on migre sur la production. Donc, on fait la migration de l'application GDocs en production et on migre toutes les petites corrections qui ont été faites sur la dev, on les migre sur l'environnement de production. Ça dure après un jour. Et ensuite, on fait quand même des rapides tests de non-régression pour s'assurer que tout s'est bien passé. Voilà. Donc ça, c'est un peu la démarche finalement pour une migration. Donc maintenant que vous avez expliqué la roadmap plus comment et pourquoi migrer, on va passer à la démo. Et juste ce qu'on recommande, c'est de migrer une fois par an dans une période non critique. On garde le support de l'éditeur et on évite des gaps de version. L'objectif à ce stade est de faire un focus sur la version 2020.2 pour que vous puissiez voir plus concrètement en quoi est-ce que cela consiste, sachant que ça a été très bien expliqué, c'est que nous on est capable de s'adapter à tout niveau de maturité, on est là pour créer de la valeur, quel que soit votre niveau de maturité avec GDocs. Alors pour créer de la valeur justement, et pour prioriser les développements, et notamment de cette 2020.2, eh bien, on fait appel à nos clients, de manière très claire. Vous êtes les meilleurs conseillers en termes d'évolution. Vous utilisez la solution au quotidien, donc on est très attentif. Et typiquement, les analyses que révèlent un certain nombre de cabinets d'analystes qui nous suivent, tels que le BARC, le Gartner, le Dresner, révèlent que la demande numéro 1, c'est avant tout de limiter les ressources. Et du coup, ça, effectivement, via les interfaces, les modèles d'industrialisation de processus, on limite les ressources. Deuxièmement, l'outil doit rester facile à utiliser. Les utilisateurs finaux ne sont pas des informaticiens, ce sont des contrôleurs de gestion, des financiers. Donc, il faut que la solution soit accessible pour tous. Évidemment, ce que révèlent les années, c'est que la notion d'Excel est très demandée. Tout simplement parce que ça permet de faire un accompagnement au changement en douceur, dans la mesure où tout le monde connaît l'interface Excel, et le choix de GDocs a été vraiment de bâtir sa solution en gardant Excel et en allant au-delà d'Excel. Et finalement, et on l'a très bien vu, on l'a vécu, on le vit encore en ce moment avec le contexte actuel, qui nous impose de régulièrement reforecaster. Ça devient très chronophage, donc il faut qu'il y ait également un peu d'intelligence artificielle, de machine learning pour aider et pour créer davantage de scénarios et de pouvoir passer d'un plan A à un plan B beaucoup plus rapidement. Alors en termes de démonstration, évidemment, il faut faire des choix. Dans le temps imparti, il y a eu un gros travail de fait au niveau de l'interface utilisateur. Donc je vais passer un certain temps là-dessus parce que l'objectif, c'est vraiment de gagner en rapidité, en dextérité. Et c'est vraiment ça l'objet de cette nouvelle interface. Également, dans la nouvelle version, eh bien, il y a la création de rapports qui a subi des améliorations. Évidemment, on continue à s'améliorer sur tout ce qui est mobile device avec une évolution vers du responsive design, j'espère, dans les versions qui viennent. Et pour terminer, je dirais quelques mots, rentrer un petit peu plus en profondeur sur la notion de IA qui est clé aujourd'hui.
Cette nouvelle expérience utilisateur GDocs 2020 apporte de la valeur à la fois pour les planeurs, donc les utilisateurs finaux, mais également pour les concepteurs, les développeurs d'applications. Pour les planeurs, clairement, on est dans une interface beaucoup plus moderne et intuitive qui permet de collaborer davantage, faire en sorte que l'outil soit proactif, penser à ce qu'il doit faire, mais que ce soit l'outil qui envoie une notification pour exprimer la tâche réalisée par l'utilisateur et du coup simplifier toute cette gestion de tâches. Côté développeur, l'objectif est donc de faciliter la conception de rapports pour qu'ils soient plus ergonomiques et également on va présenter tout ça sous forme de tuiles. Vous allez voir dans l'outil de quoi on parle quand on parle de tuiles. Et évidemment, tout cela est là pour permettre de gagner en rapidité, en dextérité et donc de réduire le nombre de clics. Ceci étant dit, je vais passer donc à la démonstration et me connecter donc dans un premier temps en tant qu'utilisateur. Donc je m'appelle Jane, je m'identifie en tant que Jane avec les droits correspondants. Donc Jane est un utilisateur final. Ce qui est intéressant donc, dans cette nouvelle ergonomie, c'est que évidemment, dès la page d'accueil, eh bien, on est en mesure de voir les différents rapports qui ont été récemment vus et du coup qui sont accessibles directement via la page d'accueil. Donc là, il y a un dashboard de vente qui est donc accessible directement à partir de la page d'accueil. Donc, on peut imaginer ce fonctionnement sur l'ensemble des rapports. Bon, là, en l'occurrence, c'est un dashboard des ventes. Qu'est-ce qu'il y a également? Il y a la notion donc de favoris. Donc, on appelle ça épingler. Donc, on est en mesure d'épingler des rapports que l'on utilise le plus souvent. Et en clair, quand on parle d'épingler, on parle de créer finalement des favoris. Au même titre que dans un browser, nos favoris. Alors typiquement, c'est très simple. Imaginons que ce rapport, je souhaite l'épingler pour en faire un favori. Il me suffit de cliquer sur l'épingle. Hop, je vais revenir à ma page d'accueil. Il me suffit donc d'épingler le document depuis la page d'accueil pour qu'il apparaisse ensuite dans les menus favoris. Alors également, ce qui est intéressant de voir, c'est quels sont les modèles auxquels Jane a accès. Donc là, il y a toute une série de modèles. On voit notamment qu'elle a accès au modèle donc de compte de résultats. Et effectivement, tous les rapports du compte de résultats sont là. Par exemple, celui-ci, qui est donc un rapport type de compte de résultats préparamétré dans l'outil. Donc tout ça, c'est accessible directement à partir de la page d'accueil. Donc là, je me suis connecté en tant qu'utilisateur final. Maintenant, qu'est-ce que ça donne quand je me log en tant qu'administrateur? Donc, je me déconnecte et cette fois-ci, je vais me connecter en tant qu'admin. Donc, vous allez tout de suite voir le changement. Il y a beaucoup plus d'éléments dans notre tableau de démarrage, dans notre tableau de bord de démarrage. Vous allez les voir apparaître ici. Et surtout aussi, ce dont vous vous rendez compte, c'est que il y a également la barre de navigation sur la gauche qui est bien plus complète, qui comprend l'ensemble des composantes de la solution, que ce soit l'éditeur de rapport, le modeler, l'ETL, etc. Alors, ce qu'on a aussi ici pour faciliter le travail, pour ajouter de la dextérité, pour aller plus vite dans notre travail, il y a des raccourcis directement disponibles dans le menu démarrage. Typiquement, là, en cliquant sur Report, j'accède en un seul clic à mon concepteur de rapport qui apparaît à l'écran. Donc là, j'ai ouvert évidemment un rapport vide, mais vous voyez que j'accède à ce concepteur de rapport en un seul clic à partir de la page de démarrage. Et également, si pour le coup, vous souhaitez créer une connexion ou reprendre une connexion, vous savez qu'on a des connecteurs standards qui existent. On a parlé de Salesforce tout à l'heure, on a des connecteurs avec Qlik, avec Tableau, avec SAP, etc. Donc, il y a une accessibilité à l'ensemble des connecteurs et la possibilité d'en créer d'autres. Si vous estimez qu'il y a trop de richesse dans le menu démarrage, eh bien, il suffit de décocher les éléments que vous ne souhaitez pas vouloir apparaître parce que ça occupe trop d'espace. Alors, les grandes nouveautés également, c'est la possibilité d'accéder à différentes choses depuis, encore une fois, cette page de démarrage. Et typiquement, la création d'un ticket support.
où directement il y a une fenêtre qui s'ouvre avec la possibilité donc de donner un nom à ce ticket, d'expliquer ce qui se passe, de potentiellement ajouter un fichier pour expliquer en gros de manière plus détaillée le problème. Sachez que ça c'est à votre disposition. À noter également, et GDocs a toujours été très transparent par rapport à sa technologie, toute la base de connaissances, elle est en anglais, la knowledge base, est disponible sur le site gdocs.com. Maintenant, elle est également disponible via ce raccourci qui vous emmène directement vers la base de connaissances. À noter qu'il y a une nouvelle base de connaissances qui arrive, donc la même mais reliftée, plus jolie, qui facilite la recherche, mais qui est actuellement en phase bêta, en phase de test, mais elle va sortir incessamment sous peu. En termes de formation, là aussi, directement, ça nous renvoie vers le site, parce que sur notre site, là aussi, on a l'ensemble des formations que l'on propose, et le lien vous y emmène directement pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on propose et ce qui pourrait vous intéresser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nos meilleurs vendeurs, quelque part, sont nos clients. Nos clients nous émettent donc des besoins complémentaires, d'où ce blog également accessible directement depuis la page de démarrage. Et pour terminer, il y a également un raccourci qui pointe directement sur les dernières nouveautés. Donc, en l'occurrence, les nouveautés de la 20.2. Alors, continuons cette démonstration et allons voir un petit peu ce que ça donne, par exemple, donc dans le modeler. Donc, pour ce faire, évidemment, donc j'ai ma barre de navigation sur la gauche et j'accède à mon modeler qui est ici. Et vous allez tout de suite voir une différence, c'est que maintenant, les modèles, bien que vous puissiez malgré tout reprendre la même visibilité que vous aviez avant, mais nos modèles sont actifs via des tuiles. C'est de ça dont on parle quand on parle de tuiles, avec tous les modèles, avec donc le poids du modèle, le nombre de dimensions, le nombre de cubes, etc. Et ce qui est très important, et pour ceux qui font de la formule Palo, eh bien, il est intéressant de noter que maintenant, les dimensions sont affichées en ordre alphabétique. Tout le monde peut-être ne se rendra pas compte de la valeur de cette évolution, mais ceux en tout cas qui créent des rapports ou des formules Palo, eh bien, comprendront rapidement que c'est une vraie valeur ajoutée. Au niveau de l'ETL, il y a également la possibilité de visualiser l'ensemble des jobs ETL. Donc, on voit tous les jobs ETL qui apparaissent ici. Alors, évidemment, je peux les voir aussi via la barre de navigation classique, mais les jobs ETL apparaissent ici avec, alors pas les jobs ETL, mais plutôt toutes les interfaces de planification. Donc, typiquement, je vais me placer sous un de ces jobs ETL, tout simplement parce qu'il y a eu également des évolutions pour rendre les choses plus visibles et plus claires pour l'utilisateur. Donc là, je vais faire apparaître mon arborescence relatif à mon ETL en question. Vous voyez cette arborescence qui reprend les différentes étapes de transformation depuis l'extraction à la transformation, le chargement. Vous voyez maintenant qu'il y a des codes couleurs par étape. Donc du jaune pour l'extraction, du vert pour la transformation et du vert foncé pour le chargement. Donc ça permet d'avoir plus de visibilité et pour les connaisseurs également, vous verrez que on accède directement aux variables à partir donc de cette arborescence ETL. Ceci étant dit, eh bien je propose de passer à l'étape suivante, qui est la conception donc de un rapport. Donc, je crois qu'il y a un slide à présenter en amont et ensuite, Mohamed passera à la démonstration. Bonjour à tous, je vais prendre la suite de la présentation et on va faire un focus sur les nouvelles fonctionnalités de création de rapport que propose la nouvelle version 2020.2, qui sont la création de vues dynamiques, les thèmes de vue et les formats intelligents. Et je vais détailler ces nouvelles fonctionnalités au cours d'une démo juste après la présentation de ce slide. Alors, ces nouvelles fonctionnalités, en fait, vont permettre à l'utilisateur final d'être beaucoup plus autonome, beaucoup plus rapide, beaucoup plus flexible dans la production des rapports.
En effet, vous allez pouvoir transformer vos anciennes vues ad hoc sous un ancien format à un rapport clair et pertinent avec ces nouvelles fonctionnalités. Et c'est ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus productif dans cette activité de création de rapport, notamment en décentralisant les tâches et en donnant même la main à vos utilisateurs finaux sur cette production de rapport. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, vous allez aussi pouvoir personnaliser facilement l'ensemble de vos rapports pour avoir votre propre template de reporting corporate et vraiment avoir un ensemble unifié et uniformisé de vos rapports. Sans plus attendre, on va passer à la démo de l'ensemble de ces fonctionnalités. Et l'objectif de cette démo, c'est de vous montrer comment on peut créer un rapport en tenant compte des nouvelles évolutions. Donc, je vais switcher sur l'environnement web GDocs et plus particulièrement sur le report designer. Le report designer que Romain a présenté tout à l'heure brièvement, et là on va aller un peu plus loin dans le détail des nouvelles fonctionnalités de création de rapport. Donc là je vais commencer par la première nouveauté dans l'environnement web, qui est la création de vues dynamiques via une nouvelle interface dédiée qui est l'éditeur de vues. En appuyant sur le bouton requête, on voit qu'il y a un nouveau bouton dans l'interface web qui est, en appuyant dessus, on a l'éditeur de vue. Alors, voici l'éditeur de vue. Vous voyez qu'on retrouve vraiment le même éditeur de vue que de notre admin Excel, mais un peu plus repensé et revisité afin d'améliorer l'expérience de l'utilisateur. Via cette interface, on pourra définir le périmètre de la vue qu'on souhaite créer. Par exemple, ici, je vais choisir ma base de données qui est la base démo 2020.2, le cube qui m'intéresse, et je vais choisir de mettre les produits en ligne, les mois en colonne, et je vais choisir l'année 2020 pour travailler. 2020. Et comme version, je vais choisir la version budget. Alors, après avoir défini le périmètre de travail de notre vue, on a le choix soit de l'enregistrer si on souhaite utiliser cette vue dans notre rapport ou de la coller directement au rapport actuel. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va la coller directement. Et voilà le résultat. En quelques clics, j'arrive à élaborer un rapport facilement. Vous voyez que les vues ont été complètement repensées et que leur format a complètement changé par rapport aux anciennes vues de GDocs. Donc là, on est vraiment dans une nouvelle vue qui ressemble très fortement à un rapport très formaté, un rapport institutionnel, mais on est véritablement dans une vue qu'on a paramétrée via l'éditeur de vue où je retrouve bien entendu toutes les fonctionnalités qu'on a dans l'admin Excel, comme la fonctionnalité de drill down qui va me permettre d'afficher les éléments peints de mon hiérarchie produit. Et en plus de ça, je peux modifier le périmètre de la vue en cliquant sur les combo box qu'on voit en haut. Par exemple, aujourd'hui, si je veux avoir les données d'un pays particulier comme la France, c'est quelques clics et mes données sont rafraîchies automatiquement. Maintenant, on va passer à la deuxième nouvelle fonctionnalité qui vient se rajouter dans cette nouvelle version. Et cette nouvelle fonctionnalité, en fait, elle se présente comme sous la forme de ce nouvel onglet dans l'éditeur de vue. Alors, dans ce nouvel onglet, on va être capable de choisir le type de requête qu'on va utiliser pour récupérer les données. On va être capable aussi d'afficher ou pas les lignes et les colonnes qui ne contiennent que des zéros. On pourra aussi, et ça c'est la nouvelle nouveauté, choisir un thème pour notre vue. Par exemple, ici, on va choisir un thème en bande. Et ces thèmes-là, à partir de la version 2020.2, vous allez pouvoir les créer à la volée. En plus de ça, on va être capable de masquer le titre, le sous-titre, et si on veut, tout le header. Et on va être capable de donner ou pas les droits aux utilisateurs finaux de modifier ces vues. En appuyant tout simplement sur coller, je vois les effets de mes modifications sur ces vues. Maintenant, on va passer à la troisième évolution de GDocs, qui sont les formats intelligents, qu'on va détailler au fur et à mesure durant le reste de cette démonstration. Donc, je vais changer de vue et on va se mettre sur la vue variance. Alors, la vue variance, c'est une vue que j'ai créée au préalable
pour cette démonstration. Et il suffit de faire un clic dessus. Ensuite, coller pour que ma vue soit présentée dans mon rapport. Alors, pour vous expliquer de quoi il s'agit, on a les produits en ligne, une colonne pour le budget, une colonne pour le réalisé, une colonne pour la variance et une colonne pour la variance en pourcentage. Et ici, on voit bien que la colonne de variance en pourcentage, elle n'est pas sous le bon format. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va définir un format sur l'indicateur lui-même, sur la version elle-même, dans la base de données. Et on va passer dans la partie modeler de GDocs. Alors, dans la partie modeler, je vais accéder à ma base de démo 20.20.2. Je vais sélectionner ma dimension version et sur mon indicateur delta budget %, là vous voyez qu'il y a un nouveau bouton qui est en haut à droite. Je vais cliquer dessus et ça va me donner accès à une interface qui va me permettre de définir un style particulier pour cet indicateur. Alors, dans cette interface, on pourra gérer les formats des nombres, le texte, la date, ce qu'on veut. On peut choisir une police de caractère, on peut jouer sur l'alignement. Si on veut ajouter des bordures, on peut le faire aussi. On peut même ajouter une couleur de fond à la cellule, ou même verrouiller ou déverrouiller cette cellule à la saisie. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de mettre un format % pour cet indicateur-là ou cette version. Et pour cela, je vais choisir un format déjà prédéfini dans GDocs qui va me permettre d'afficher les pourcents négatifs en rouge et les pourcents positifs en noir. Tout simplement, je vais cliquer sur OK. OK encore une autre fois. Et mon style a été bien enregistré. Maintenant, on va revenir dans le Report Designer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir comment notre vue, elle va récupérer ces styles de la base de données. Pour faire ceci, on va cliquer sur Modifier la vue, l'onglet Options, et tout en bas, on va dire à notre vue qu'on va récupérer les styles, plus précisément le format des nombres sur les colonnes et sur les lignes. Et en appuyant directement sur Coller, je vois que ma colonne delta budget % a récupéré le bon format de ma base de données. Mesdames et messieurs, grâce à ces nouvelles fonctionnalités dans GDocs, l'élaboration des rapports est de plus en plus facile et simple, ce qui rend la tâche accessible à tous vos utilisateurs finaux et réduit le coût de l'élaboration de vos rapports de reporting en miettes. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention et je passe la main à Romain pour continuer la présentation. On a fait un aperçu donc, de quelques nouveautés. Pour terminer, parce que je vois que le vent tourne, je voulais juste rajouter quelques éléments sur l'intelligence artificielle qui n'est pas nouveau en soi, mais avant on parlait donc de séries chronologiques, c'est-à-dire de prédictions sur la base d'historique en identifiant des saisonnalités des tendances. Mais évidemment, cela n'est pas suffisant parce que ça ne permet pas de prendre en compte d'autres variables. Donc avec GDocs et la R&D, on travaille beaucoup sur le machine learning, l'intelligence artificielle, pour intégrer des variables exogènes et endogènes dans la planification. Typiquement, dans le domaine de l'hôtellerie, on a travaillé avec un client qui a souhaité voir l'impact d'un match dans le stade de sport à côté sur les réservations d'hôtels. Donc, on peut faire ce genre de projet au cas par cas. Et également, Manuel l'a bien expliqué dans la roadmap, mais je pense que c'est important de le noter, la consolidation financière est sortie en 2019, consolidation statutaire, j'entends, mais évidemment, donc c'était une première version et chaque version comporte des avancées sur cette partie-là qui nous faisait défaut avant.